Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais faire une petite revue de l'extension pour la nouvelle campagne du jeu de cartes Horror Arkham qui s'appelle la civilisation oubliée. L'extension est sortie déjà il y a un petit moment, moi je crois que ça fait 2 semaines que je l'ai. Mais bon, j'aurais voulu faire une petite revue un peu plus tôt, mais j'étais malade, j'ai été malade pendant pas mal de temps et puis j'ai perdu ma voix. Là je ne l'ai pas complètement récupérée, donc j'espère que je serai assez intelligible tout au long de cette vidéo. Alors, pour le coup, ce que je vais faire, c'est que je vais passer un petit peu en revue les nouveaux investigateurs, et puis les cartes, et puis après, je parlerai très brièvement de la campagne, que j'ai pas encore eu l'occasion de tester. Peut-être juste parler en fait un petit peu des nouvelles mécaniques qu'introduit cette campagne. Alors, je vais directement commencer par parler des nouveaux investigateurs. Alors, dommage en fait, enfin dommage, pas dommage, mais j'aurais bien aimé qu'ils continuent à mettre un investigateur multiclassé comme le Lies. Donc là, pour le coup, c'est pas le cas. On a 5 investigateurs. Bon, on va dire que c'est plus classique. Alors, je vais commencer par notre ami Léo Anderson, le, le gardien qui ne veut pas se focuser. En fait, il faudra que je fasse comme ça, comme ça. Voilà. Donc Léo Anderson, moi, il me plaît bien. Rien qu'à cause de ses stats, en fait. J'adore ses stats. C'est un gardien qui a juste un d'agilité, puis tout le reste est très fort. Et puis en gardien, moi, l'agilité, déjà globalement, c'est la compétence. Si elle est faible, c'est là où ça me dérange le moins. Puis alors, surtout en gardien, normalement, on est un peu une sorte de tank. Donc je trouve qu'il a déjà de très très bonnes stats. Il est capable de poser un allié, en fait, avec un coup réduit au début de son tour. Enfin, sans payer le coût d'une action. C'est pas mal, ça pourrait nous guider pour faire un deck basé sur des alliés. D'autant que la carte spécifique de Léo Anderson, c'est un allié, qui est celui-là, Hitch Brown, qui lui permet en fait d'avoir 2 emplacements d'alliés supplémentaires. Alors déjà, il est 2-2, c'est sympa aussi. Euh, il peut donner un bonus quelconque, ça c'est aussi sympa. Et puis en fait, il permet d'avoir 2 alliés supplémentaires, mais des alliés non name. C'est-à-dire, ils appellent ça ici des alliés non uniques. Donc moi, j'ai jamais fait de deck gardien, mais ça peut être l'occasion de faire un... Enfin, de deck gardien, de deck allié. Mais ça peut être une thématique avec ce nouveau héros. Et d'ailleurs, c'est comme ça que je vais essayer de le builder, ce deck. Moi, j'aime bien, en fait, faire des decks, c'est quelque chose qui me plaît vraiment beaucoup, en fait, dans ce jeu-là. Même si, par rapport à d'autres jeux, la partie deck building, elle est peut-être moins poussée. Alors maintenant, avec les extensions, ça s'étoffe. Mais en plus, quand je joue avec des potes, eux, ils aiment pas trop construire des decks. Du coup, moi, je fais des decks pour moi. Je réfléchis à une petite idée. Pas forcément pour faire le deck optimum. Puis je construis mon deck autour de cette idée. Donc là, faire un deck allié, avec certains alliés qu'on trouve ici, ça peut être pas mal, mais j'y reviendrai. Alors ensuite, en truand, on a Finn Edwards. Donc lui également, il a des stats très forts, sauf une. Malheureusement, là, c'est la volonté. Puis la volonté, là, pour que le coup, on l'utilise beaucoup plus, surtout avec le deck rencontre. Même s'il a une santé et une vie qui sont bien équilibrées, qui me plaisent bien, la répartition des stats, elle est forte, mais... Alors peut-être que dans cette campagne, la volonté sera moins importante et l'agilité sera plus importante. Auquel cas, c'est pas très très grave. Mais dans les autres campagnes, un 1 de volonté, moi, ça m'inquiète un petit peu. Et puis alors lui, il est capable d'avoir une action supplémentaire par tour pour autant que ce soit pour s'échapper. Ce qui est sympa et ce qui me donne une idée de deck à faire avec lui.
En fait, c'est un truand qui a beaucoup de savoir, 4 de savoir, et qui a également beaucoup d'agilité. Donc, j'imaginais peut-être un deck avec lui euh, où ce serait un investigateur qui fuirait systématiquement tous les monstres et puis qui aurait un gros boost de savoir pour aller un petit peu en filou comme ça, aller enquêter un petit peu partout sans combattre personne. Voilà, c'est un peu l'idée du deck que j'avais avec lui. Et sinon, il a une carte spéciale qui est un produit de contrebande qui permet en fait d'aller rechercher parmi des cartes illicites, parmi les 9 cartes au-dessus du deck, et puis alors soit dans la pile de défausse, pardon, soit les 9 cartes au-dessus du deck. D'aller chercher une carte illicite. J'avais regardé en fait les cartes illicites, j'avais fait une brève recherche sur internet pour voir ce qu'il y avait comme carte illicite. Pour l'instant, ça m'a pas trop aiguillé pour une idée de deck. Donc là, les investigateurs de cette campagne, j'ai l'impression qu'avec avec leurs aptitudes, ça me guide un petit peu pour faire des decks spécialisés autour d'un thème. Ça, par contre, pas trop. Alors, sinon, ensuite, en chercheur, on a Ursula Dawns, alors qui pour moi est sur cette extension, je dirais, c'est c'est mon c'est mon investigateur préféré. Alors à nouveau, désolé, pas de focus. C'est mon investigateur préféré parce que alors déjà, comme les autres, elle a de bonnes stats. Elle a de bonnes stats et malheureusement le focus il veut pas se faire. Mais puis en plus avec la main gauche, j'ai de la peine. Elle a de bonnes stats sauf le combat. Et alors pour le coup, en chercheur, avoir un de combat, pour moi, ça me dérange pas trop en fait. Par contre, ce qu'on n'arrive pas à voir là en fait, parce que c'est flou, voilà, là c'est net, c'est qu'elle est capable d'avoir une action d'enquête gratuite après s'être déplacée dans un lieu. Alors déjà le 7-7 aussi j'aime bien, hein. Et ça, je trouve ça super fat comme habilité. Parce que enquêter, on le fait tout le temps, hein. Bah, pas seulement pour trouver des indices, mais parfois pour d'autres choses, quoi. Je trouve ça super, super, super fat. Et en plus, quand c'est une source comme ça, d'une aptitude, ça déclenche pas d'attaque d'opportunité si je dis pas de bêtises. Alors maintenant, si je dis pas de bêtises aussi, c'est on se déplace, on enquête, donc vous allez enquêter avec votre 4, voir si vous avez un bonus en fait avec votre savoir. Vous n'allez pas pouvoir le booster, je crois, hein, en fait, hein. Enfin, je suis pas sûr qu'on puisse le booster avec des cartes, cette action d'enquête, mais il me semble pas, hein. Ça, c'est à confirmer. Si jamais il y en a qui ont la réponse, ça m'intéresse. Mais ça, je trouve ça très très fort. De bonnes stats, une aptitude qui est extrêmement forte. Moi, des chercheurs, j'en joue pas beaucoup. Et là, ben, c'est bien, ça va me donner l'occasion d'en jouer donc. Alors, il y a le. Alors, en plus, alors déjà qu'elle est balèze comme ça, mais alors en plus, elle a un compagnon qui s'appelle Jack Williams. Et alors, Jack Williams, lui, déjà 3-2 pour un coup de 3, super. Et en plus, il permet, lui, quand la première action, c'est un déplacement, enfin la première action, se déplacer ou enquêter qu'on fait, donc ça c'est à chaque tour, et ben elle déclenche pas d'attaque d'opportunité. Et puis quand on révèle un lieu, qu'on met en jeu en nouveau lieu, on le tape, et puis on gagne une carte. Enfin, extrêmement fort, quoi. Extrêmement fort, je trouve ça très 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 fort. Et puis alors là, bon, j'ai oublié de dire, mais son aptitude c'est une fois par round, hein, quand même.
Mais c'est quand même fort, hein, l'aptitude d'Ursula. Donc ça, Jack Williams plus Ursula, tout ce qu'elle a pour elle, pour moi, c'est l'investigateur le plus intéressant de cette extension, clairement. Alors en mystique, il y a le Père Mathéo. Père Mathéo, qui lui, en fait, permet, quand on révélera un pion tentacule, un pion chaos tentacule, d'annuler ce pion et puis de le traiter comme c'était un pion signe des anciens. Et puis ce qui est marrant, c'est que quand on tire le signe des anciens, là par contre, on a le choix en fait parmi deux options. Soit piocher une carte et puis gagner une ressource, soit si c'est notre tour, on a le droit d'effectuer une action supplémentaire ce tour-ci. Ça c'est pas mal, hein, je trouve. Maintenant, l'action du Père Mathéo, on pourrait la trouver assez bof parce que c'est limite d'une fois par partie. Mais combien de fois on tire le signe, le chaos tentacule par partie? Moi, de mémoire, la moyenne c'est de 1 à 2 quoi. En jouant à deux investigateurs, enfin à deux joueurs en plus, hein, parce que c'est là où, enfin moi je joue surtout à deux, avec un pote. Donc moi ça me va, hein. Une fois par partie je trouve ça quand même très très fort. Ça permet psychologiquement d'évaluer les stats un petit peu d'échecs, et puis peut-être de moins utiliser de compétences. Et puis il y a d'autres cartes qui permettent de gérer également les stats du Chaos Bag là-dedans. Donc moi je trouve que le Père Mathéo il est intéressant. Malheureusement, je le trouve intéressant en duo et pas enfin en solo et pas en duo. Pourquoi? Parce que son objet, le codex des âmes, il a une capacité qui s'appelle Scellé. Alors Scellé, c'est une nouvelle règle en fait de cette campagne. Et qu'est-ce que ça fait Scellé? En gros, c'est vous prenez un jeton du chaos bag. Alors ça dépend en fait, chaque fois ça décrit dans quelles circonstances on le prend le jeton. Ici, c'est dès le début en fait qu'on scelle enfin, c'est dès qu'on pose la carte, on prend le pion au signe des anciens. Et puis, sceller, ça veut dire qu'en fait, le pion reste sur la carte. Donc, on peut plus le piocher en fait dans le. Il est. Voilà, le pion est affecté à la carte, on peut plus le piocher. Et puis moi je trouve que... Alors pendant qu'il a le pion scellé, parce que quand même le but c'est qu'il ait un bonus hein, en contrepartie, c'est qu'il a plus 1 de volonté, ce qui est très fort parce que ça le monte à 5 de volonté le Père Mathéo. Donc pour un mystique, 5 de volonté, vachement bien. Par contre, quand on est deux, on fait beaucoup plus de jets. Et moi je trouve que statistiquement on y perd. C'est pour ça que moi j'ai l'impression que le Père Mathéo là pour l'instant... en duo, ça me plaît moyennement d'avoir ça, quoi. Alors je sais pas, c'est un calcul de stats à faire. Est-ce que c'est vraiment... En solo, moi je trouve ça cool, hein. Ça me va, hein, ça me dérange pas. Mais en duo, comme il y a beaucoup plus de pioches, de jets qui sont faits, j'ai l'impression que c'est peut-être, au niveau statistique, c'est peut-être pas rentable. À voir. Et puis le dernier investigateur, c'est Calvin. Alors les autres investigateurs, je les connaissais très très bien. Le Père Mathéo pour le jouer dans les demeures de l'épouvante, puis les trois autres, surtout Ursula qui est très très forte dans les contrées de l'horreur, puis Léo qui est pas mal. C'est les deux, dans les contrées de l'horreur, c'est les deux des explorateurs, hein. Ça fait sens qui viennent avec... Enfin, c'est des deux des explorateurs, c'est les deux qui sont très très forts en observation, je vais dire. Donc ils sont très très forts pour aller chercher des indices dans les contrées de l'horreur, donc ça fait sens qu'ils soient dans cette extension. Par contre, lui, je crois que je l'ai dans le signe des anciens, jeu de dés, mais je le connais très très mal en fait. Alors lui, quand j'ai vu cette carte, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? 0, 0, 0 quoi. Et puis, quand on lit, alors là, il n'y a plus focus qui se fait, mais il s'est fait un moment, on gagne... alors ses aptitudes, lui, c'est qu'on gagne plus 1 de volonté, 1 de savoir pour chaque horreur sur lui, plus 1 de combat et plus 1 d'agilité pour chaque dégât sur lui. Alors moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, bon, ok. Mais il a 6-6. 6 de points de vie, 6 points de santé mentale.
Alors la moyenne normalement c'est plutôt, enfin la norme c'est plutôt 14. Là ils ont tous 14, hein, la somme de leur point de vie et leur santé mentale. Dans les extensions précédentes, il y en avait qui étaient à 15. Mais la norme c'est plutôt 14. Alors lui à 12, je me dis ouais c'est vachement bas quoi. Alors par contre quand on regarde sa carte, jusqu'à la fin des temps, c'est une carte soutien sur lesquels en fait on peut mettre des dégâts directs. 2-2. Donc du coup, pardon, là j'ai un peu de peine. 2-2. Donc du coup, ça lui monte en quelque sorte son total de points de vie à 8 et puis de points de santé mentale à 8. Avec une petite nuance, sachant que la carte soutien, il peut la perdre. Des fois, il y a des effets qui font perdre les cartes soutien. On va dire que c'est comme si c'était un 8-8, mais pas exactement. Mais c'est comme. Mais il l'a pas dès le début, hein. Il faut qu'il la chope cette carte. Donc il commence quand même à 6-6. Mais bon, on va dire que quand il la chope, il est au-dessus de la moyenne, il est à 8-8. Donc on pourrait se dire, ok, bah moi je vais faire un deck souffre-douleur, d'ailleurs c'est le damné, où je vais, déjà dans la philosophie, quand je me prends des cartes de rencontre qui m'affectent mes points de santé et puis mes points de vie et mes points de santé mentale, ben, j'encaisse. Je vais avoir des cartes peut-être qui ont des contreparties où je me blesse quand, quand je fais certaines choses. Ben voilà, positive, la contrepartie c'est de me blesser. Alors là, il faut que je regarde si jamais il y en a beaucoup parce que lui en fait son deck c'est survivant puis après c'est surtout les cartes esprit quoi et des cartes neutres. Donc faut que je voie un petit peu s'il y a des cartes esprit qui permettent de faire ça. Si on a, ça peut être sympa parce qu'on peut lui rajouter du coup pour pas le mettre trop dans le rouge, c'est-à-dire on pourrait imaginer que sur lui il se prend jusqu'à 4 points de dégâts, puis voir quand il a cette carte là jusqu'à 5 points de dégâts, ça ferait qu'il sera à 5 avec toutes les stats. Il lui reste encore 3 avec les 2-2 et puis 1 point dans chaque. Je dirais c'est gérable si jamais à côté il a un petit compagnon, un petit allié ou peut-être un objet pour le booster, un accessoire qui le boosterait en santé mentale ou bien un objet qui le boosterait en point de vie. Ça peut potentiellement devenir un monstre en fait au niveau stat. Il faut juste qu'il y ait des cartes qui le blessent et puis qu'il y ait un équilibre dans le deck qu'on puisse faire avec ce que je viens de dire. Parce que il part quand même à zéro, c'est ça le problème. Faut arriver en fait à le blesser assez vite pour qu'il soit utile. Et puis d'arriver quand même à faire un deck équilibré avec ça. Donc je sais pas si c'est possible de faire, mais ça peut être intéressant. Ça peut être, en tout cas, c'est assez original. Alors, je vais passer en revue vite fait les cartes qu'on a maintenant. Je vais commencer par les cartes gardiens. Alors, on a un couteau qui coûte 2. Alors, lui, bah, c'est un plus 1 de combat. Ce qui est cool, c'est qu'en quelque sorte, il nous donne une action gratuite. C'est-à-dire que quand il y a un ennemi qui nous attaque pendant la phase des ennemis, on va dire qu'il nous fait un point de dégâts. C'est ça, hein. Voilà, on incline le couteau et puis on a droit à nous à faire en quelque sorte une attaque d'opportunité, enfin une attaque à l'ennemi avec plus 2 de combat et puis qui fait plus 1 de dégâts. C'est pas mal parce qu'on peut voir ça comme une action supplémentaire hein, de combat. Maintenant, moi, ce qui me déplaît un peu plus, c'est qu'on est plus dans la réaction. Moi, j'aime bien être dans l'action, c'est-à-dire avec les gardiens. Pendant la phase de combat, je vais mettre la patate et puis tuer un ennemi. Et normalement, ça suffit en fait. Je fais des gardiens qui sont vraiment qui ont un gros burst. Sinon, avec les autres, je fais plutôt du hit and run. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est bien, mais alors ça peut peut-être remplacer un couteau dans d'autres decks. Faut voir. Alors ensuite, on a un aventurier. Donc ça, c'est un allié no-name. Typiquement le genre d'allié qui fonctionne bien avec Léo Anderson et avec la carte que j'ai montrée avant. Alors lui, son gros défaut, c'est que il est cher, il coûte 4, il est 2-2.
Et puis il y a des alliés qui sont beaucoup mieux que lui, parce que lui en fait son aptitude c'est une action rapide, on lui met 3 provisions, puis quand on le tape on dépense une provision, puis il gagne une ressource. Attendez, je vais relire. On place une provision ou une munition donc sur un soutien contrôlé par un investigateur dans le lieu. Bon bah ça permet d'alimenter en fait des cartes soutien, hein, 3 fois. Alors faut le taper. Moi ça me dérange pas ça en fait, le fait qu'on puisse pas tout de suite tout alimenter. Ça permet en fait sur le temps qu'ils se prennent quelques dégâts et puis à la fin quand on aura après 3 ou 4 tours, quand on aura utilisé en fait cette aptitude, il se sera pris, on le sacrifiera. Donc moi au niveau du timing, ça me dérange pas ça. Ce qui est le plus dérangeant, c'est juste qu'il y a des alliés bien meilleurs, c'est ça. Alors maintenant, peut-être dans un deck où on a de grosses armes, un deck gardien avec des flingues ou des trucs comme ça. Peut-être à ce moment-là, c'est bien de l'intégrer dans le deck si jamais en fait on a un slot allié de libre. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin à tout prix de l'allié dans ce deck-là et puis qu'on a besoin de se booster. Ça peut être intéressant avec la carte demander un service pour le faire revenir. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ben voilà quoi. En plus, c'est une carte neutre, on peut l'utiliser et puis le faire revenir, puis réutiliser en fait, rebooster en fait, enfin réalimenter une carte soutien. Mais il est cher. Alors que Léo Anderson, lui, il le paye pas très très cher et puis en plus il a sa carte qui permet d'avoir des allées supplémentaires. Donc typiquement sur Léo Anderson, ben, pourquoi pas avoir un deck basé sur les alliés, ou alors avoir un deck où il y a ce genre d'alliés, puis peut-être des grosses armes. Ça peut être intéressant. Mais sinon, je dirais que c'est pas une carte qu'on va prendre systématiquement parce qu'il y a mieux. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Digne de confiance. Alors ça, c'est un événement qui coûte 1. Et ça, on l'attache cette carte à un soutien allié, et puis il gagne plus 1 de vie et plus 1 de santé mentale. Alors normalement, ce genre de carte, moi j'aime pas trop. Parce que les cartes qui boostent des cartes qu'on a déjà en jeu, je trouve que c'est une perte de tempo. Tempo dans le fait que on tire une carte, et puis on se retrouve à la fin à avoir... je préfère directement avoir, par exemple, un allié qui est plus cher à payer, peut-être, avec déjà le plus 1, le plus 1. Ça me fait pas perdre de tempo sur la pioche de cartes, et puis sur la pause. Alors là, ce qui est bien, c'est que c'est une action rapide. Du coup, même si j'aime pas trop ce genre de carte, le fait que ce soit une action rapide, je pense qu'elle peut être quand même utile. Quand même utile sur le flic, par exemple. À voir. Voilà. Une bonne carte, sans plus, on va dire. Et puis la dernière carte en gardien, c'est un flingue. Il coûte 1 point d'expérience. Alors le flingue, lui, on l'attache à un objet. Et puis tant qu'on utilise une capacité sur cet objet-là, où on a attaché la carte, on gagne plus 1 à chacune de nos compétences. Alors dit comme ça, le flingue, on pourrait se dire ouais c'est sympa, mais bon, un petit peu pareil que la précédente, sur mon argument au niveau du tempo. Alors c'est une action rapide, donc ça va. Mais là on va se dire quoi? Qu'est-ce que j'ai boosté? Bon bah un flingue, ou un objet pour enquêter à la limite. Donc en gros c'est un plus 1 à une stat pour taper, quoi, c'est pas extraordinaire. Mais moi cette carte là je la trouve vachement bien. Je trouve que pour l'instant en fait, elle est peut-être juste bonne, mais après, elle va devenir très très forte. Puisque des objets qui vont donner des stats diverses, on en aura de plus en plus dans le jeu, quoi. Donc ça c'est sûr que ça va devenir une très bonne carte. Moi cette carte là elle me plaît beaucoup, je pense qu'elle a vachement de potentiel.
Alors si je passe ensuite au deck truand. Alors on a un chasseur de trésors, c'est un allié qui coûte un point d'expérience. 2-2. Qui fait gagner plus un de savoir. Par contre, s'il coûte pas cher à poser, son inconvénient c'est qu'à la fin de la phase d'entretien, soit on le défausse, soit on paye une ressource. Enfin, soit on paye une ressource, soit on le défausse. Bon, bah il a un gros défaut lui. Comme l'allié que j'ai présenté avant, c'est qu'il y a beaucoup mieux. Alors c'est un allié no-name, lui aussi, hein. C'est pas un allié unique. Donc moi je trouve il a aucun intérêt, sauf peut-être bah, dans le genre de deck que j'ai décrit avant, avec Finn Edwards, pour booster en fait son savoir, et puis faire un mec qui est capable d'enquêter très facilement, très vite, en évitant un petit peu tout. Alors je sais pas si ce deck est viable, mais c'est une idée de deck que je vais tester, ça c'est sûr. Sinon dans les autres cas, pas terrible, vraiment pas terrible. Crâne décoré. C'est un soutien, et c'est un accessoire, ça prend un slot accessoire. Alors ça, en réaction après qu'un investigateur, un soutien allié ou un ennemi dans votre lieu est vaincu, placez une ressource, la réserve de pion, sur le crâne décoré en tant que charge. Et puis comme action, on peut déposer une charge, puis piocher une carte et gagner une ressource. Donc là, moi je trouve pas ça terrible. Pourquoi? Ben, j'en reviens au même argument que j'ai donné avant. C'est moi j'aime pas les cartes qui me font perdre du tempo, quoi. Donc ça peut-être selon le rythme du deck qu'on a, ça peut être intéressant. Mais là pour l'instant moi le dessin est sympa mais sinon ça me plaît pas. Ensuite oreille indiscrète. Alors elle coûte 1, c'est un événement. Donc ça permet de découvrir des indices. En gros on effectue un test de savoir contre un ennemi non engagé dans notre lieu. Et puis la difficulté, c'est sa valeur d'évasion. Puis si on réussit, on découvre 2 indices dans le lieu. Bah ça peut paraître pas mal ça. Sauf qu'en fait, faut faire un test de savoir. C'est pas la philosophie normalement que j'aime avoir. Enfin, c'est pas comme ça que j'aime jouer les truands. Sauf dans le cas d'un deck très ciblé, comme j'ai décrit. Donc je dirais que cette carte, elle me plaît pas, sauf dans un cas particulier peut-être. Puis alors la dernière, alors celle-là, on n'améliore pas vraiment le score des truands sur cette extension, c'est occupe-toi de celui-là. Alors ça c'est simple, c'est rapide, c'est après avoir pioché une carte rencontre, au lieu qu'elle vous affecte vous, elle affecte votre pote. En gros c'est ça quoi. Et puis vous gagnez une ressource. Bon bah ça, c'est rigolo en fait de faire, d'embêter son collègue, ça peut être très marrant. En dehors de ça, bon peut-être que dans une situation critique, allez, ça permet que votre pote qui est très très fort, peut-être en volonté vous non, au lieu de crever bêtement, bah, c'est lui qui se prend des dégâts de volonté, j'en sais rien. Non, c'est vraiment trop occasionnel, quoi. C'est marrant pour s'occuper de votre pote, mais sinon, vraiment une carte vraiment naze, je trouve. C'est mon avis, hein. Alors en chasseur, en chercheur, on a un allié. Alors c'est le docteur. C'est le docteur Eli Horowitz. Alors, coûte 3, 1, 2. Donc après qu'elle soit rentrée, on va chercher un soutien relique parmi les 9 cartes au-dessus du deck. Et puis on l'attache sur elle, et donc ce soutien relique, il prend pas d'emplacement en fait. C'est pas mal, parce que on va chercher en fait une carte parmi les 9 au-dessus du deck. Ça permet de chercher sur un éventail de 9 cartes une carte, moi je trouve ça vachement bien. Maintenant, pour trouver si c'est vraiment super super cool, il faudrait que je voie un petit peu en reliques ce qu'il y a de super. Et là pour l'instant, les reliques, c'est quelque chose qui commence à se démocratiser avec cette extension. Mais auparavant, il n'y en a pas des masses. Alors je sais
pas si le trompettiste il peut la prendre celle-là, tiens. Parce que sa trompette, je sais que c'est une relique si je dis pas de bêtises. Si c'est le cas, ça peut être pas mal quoi. Pour aller chercher très très vite. Peut-être ça pour aller chercher très très vite une ou deux reliques qui sont vraiment très particulières. C'est vraiment pas mal. Mais pour l'instant, je sais pas s'il y a vraiment beaucoup de reliques intéressantes. Donc bien, mais à voir. Pierre ancienne. Donc ça, c'est une relique, d'accord, qui coûte 1 d'expérience. Mais je vais pas en parler pour l'instant parce que il faut écrire qu'on a identifié la pierre dans le carnet de campagne. Je sais pas quel effet ça fait, donc pour l'instant, je peux pas me prononcer. Ensuite, on a un soutien dans Deathly. Ça, c'est une relique aussi. Et tant qu'on résout une carte traîtrise, on gagne plus 1 de volonté et plus 1 d'agilité. Puis quand on a réussi un test qui implique justement une carte traîtrise, on tape la carte et puis on pioche une carte. Enfin, on tape la dent. Ouais. Ben c'est... Ça aurait été sur les cartes rencontres, ça aurait été super fumé. Mais là, pour le coup, c'est sur les cartes traîtrises et je trouve ça à nouveau très occasionnel. Parce qu'il faut la piocher, la carte traîtrise, puis il faut faire un jet. Donc moi, je trouve ça pas terrible pour l'instant. Franchement, pas terrible. Peut-être dans certains decks où la faiblesse d'un investigateur, ce qu'on a une bonne synergie avec ça, mais là pour l'instant, bof. Alors, on finit par un événement, révéler les anciens. Donc on fait une action enquêtée, on choisit le soutien chercheur dans la main. Et puis la difficulté du test de compétence, c'est égal au coût de la carte. Donc c'est-à-dire que... Et puis alors, il faut que je dise la suite quand même. Et en cas de réussite, au lieu de découvrir des indices, on met en jeu en fait le soutien qu'on a choisi. Alors je vais redécrire la carte mais sans lire, ce sera peut-être plus clair. En gros, c'est une carte qui permet, sur la base d'un jet d'enquête, où la difficulté est un soutien qu'on aurait en main, de jouer un soutien. Si on réussit... si on réussit notre jet de compétences, et puis si jamais c'est une relique, on pioche en plus une carte. Alors comme les actions d'enquête, c'est quelque chose dans lequel les chercheurs excellent, il faut voir ça comme une carte qui nous permet de posséder des soutiens à moindre coût. Du coup, ça, je trouve que c'est une très très bonne carte. Si jamais vous avez un deck chercheur où le point négatif de votre deck, c'est un petit peu l'acquisition de ressources, bah ça c'est une carte que vous allez tout de suite mettre dans votre deck, obligé. Alors ensuite en mystique. Alors on a les brumes d'Orlier. Alors avant il y avait des sorts qui permettaient en mystique de taper avec sa volonté. On avait un autre sort qui permettait d'enquêter avec sa volonté. Et ben là il y a le dernier qui arrive qui permet d'enquêter avec sa volonté. C'est bien mais c'est pas terrible parce que le problème c'est que ça prend un slot arcane quoi. Et moi je préfère avoir les 2 slots occupés par autre chose. Typiquement les sorts que je viens de décrire. Mais faut se dire que ça permettra peut-être de varier des decks mystiques. Alors pour l'instant, je dirais bof, parce que pour moi il y a mieux comme sort, mais ça va permettre de faire des decks plus variés. C'est pas si mal. La pierre ctonienne qui permet de sceller en fait un pion chaos avec un symbole. Et puis quand on tire le tentacule, un pion chaos tentacule, on renvoie donc ça dans la main. Et donc le pion chaos qu'on avait là est plus scellé. Alors ça peut être pas mal pour gérer le chaos bag. Dans l'optique d'une gestion statistique du chaos bag.
On pourrait faire un deck qui serait un peu orienté comme ça. Ça peut être intéressant à nouveau là avec le trompettiste, où on se dit ok bon bah là il y a un pion symbole qui nous intéresse. Il nous reste 3 pions symboles potentiellement nocifs. Bon ben je vais en enlever un autre. Je vais en sceller un autre ici. Et puis là, on peut très très vite augmenter les stats à notre avantage du Chaos Bag. Alors je sais pas si ça vaut quand même le coup, parce que pour l'instant on peut en mettre qu'une de comme ça. De cartes comme ça, c'est là on peut en poser qu'une en jeu. Donc à cause de ça, je trouve que pour l'instant c'est pas encore assez significatif. Alors par contre on a ça, incantation protectrice. Et là on peut sceller en fait un pion n'importe lequel, sauf le pion tentacule. Et puis à la fin de notre tour, on doit soit dépenser une ressource, soit défausser l'incantation protectrice. Ça coûte un point d'expérience. Alors ça plus ça peut être intéressant. Parce que là, on commence à avoir une vraie gestion du Chaos Bag. Sauf que l'incantation protectrice, ça coûte quand même cher quoi, à entretenir. Et puis, on peut... C'est pas une action rapide, donc ça veut dire que là, j'imagine que c'est que le genre de carte qu'on peut poser en anticipation, quoi. Donc, parce que ça coûte cher, pour l'instant, moi, cette gestion du Chaos Bag, à nouveau avec le Père Mathéo, c'est une idée à creuser, quoi. L'idée d'un deck où on gérerait les stats, en fait, avec le Chaos Bag, étant donné qu'en plus, lui, il a l'aptitude après, avec le signe des anciens, on ignore en fait le pion tentacule et puis on le remplace par le signe des anciens. Peut-être il y a un truc à faire là-dessus. Mais je suis pas convaincu que ce soit encore viable à l'heure actuelle. Ça sera peut-être plus tard. Faut que je voie en fait si jamais il a moyen d'acquérir pas mal de ressources peut-être. Mais alors après, ouais, en solo, comme je préfère le jouer en solo qu'en duo pour l'instant, lui. Enfin, je l'ai pas encore joué, mais je sais pas. En tout cas, c'est une idée de thématique de deck qui pour l'instant me semble peut-être pas totalement réalisable, mais à creuser. Du coup, la carte, comme la Pyrrhoctonienne, je la trouve pas exceptionnelle. Et puis la dernière carte, en fait, c'est une autre façon de gérer les stats du Chaos Bag, mais pas pareil, c'est-à-dire que là, c'est un événement rapide, et donc c'est au lieu de révéler un pion Chaos, on en prend 5. Et puis si jamais il y a un symbole, eh ben, faut choisir un de ces symboles, puis on ignore les autres, sinon ben, on choisit en fait un pion parmi les 5. Pour moi, c'est un petit peu un anti-combo à ce qui vient avant, parce que on a plus de chances de tirer en prenant 5 pions, de tirer un truc qui va nous déceler quelque chose qu'on avait scellé. Mais je dis que c'est un anti-combo, mais pas forcément. C'est un calcul de stats à faire là à nouveau, donc je suis pas convaincu que, en tout cas, ça se combatte bien avec les autres. Je suis pas convaincu. Ou alors sur un jet peut-être. Donc voilà, pour l'instant pas très convaincu sur cette façon de gérer le Chaos Bag. Je suis un peu mitigé sur ces cartes. Je les trouve pas mauvaises, pas bonnes non plus. Alors, en survivant. Alors en survivant, on a arme improvisée. En gros, on a le droit de jouer cette carte depuis la pile de défausse. Alors quand on combat, en fait, il y a une action combattre sur cette carte qui fait que l'ennemi perd 1 en combat, puis quand on la joue depuis la pile de défausse, en plus elle fait un dégât. Alors ça, c'est une carte qui est vachement bien, mais sur des decks très ciblés. Typiquement Ashcan, où lui, il va se défausser pour untaper Duke, ou sur Wendy qui va se défausser aussi. Là, ça peut être pas mal. Surtout sur Ashcan, je pense, qui passe peut-être plus de temps à taper que Wendy, enfin selon l'orientation du deck qu'on a fait avec Ashcan. Sinon, bof, voilà. Donc sur des decks ciblés, bien, mais sinon, bof. Alors coup de bol, c'est rapide.
Après avoir échoué à un test de compétence avec une différence de 2 ou moins, donc ça c'est déjà vu chez les survivants. Pendant qu'on tente d'échapper à un ennemi non élite, on peut placer cet ennemi au-dessus du deck de rencontre. Alors il faut déjà réussir à l'échapper, d'accord, pour que ça marche, cette carte. C'est un petit peu comme les autres cartes survivants. Mais ça permet de se débarrasser d'un ennemi, c'est rapide. Très intéressant ça à prendre en compte. L'illustration est super. J'adore cette illustration. Franchement, une des plus belles. Alors que celle-là, là, c'est une des plus moches, je trouve. C'est rare que je trouve une illustration moche. Normalement, elles sont soit bien, soit sympas. Mais en lui, l'espèce de magicien, là, je trouve que ça colle pas ça colle pas trop, quoi. À l'univers. Enfin, quoique. Quoique. Enfin bref, voilà. Donc pour revenir à cette carte-là, moi ce que j'aime bien, c'est que si on réussit, non seulement en fait on se débarrasse d'un ennemi, mais surtout, comme on le replace au-dessus du deck rencontre, ça permet de savoir ce qui viendra sur le deck rencontre. Et ça, si on joue à deux, c'est pas mal, quoi, je trouve quand même. Puis même tout seul, en fait, ça permet de savoir ce qui va venir, donc ça nous donne une grosse information sur le prochain coup. Moi, je trouve ça bien. Je trouve ça vraiment bien, ça. Comme carte, ça, c'est une carte qui me plaît beaucoup. Alors, dernière chance. Donc ça, c'est une carte compétence avec 5 points d'interrogation. Donc vous allez vous dire, ouais, je peux vachement me booster, c'est super cool. Sauf qu'en fait, vous boostez de 5 moins le nombre de cartes que vous avez en main. Et puis vous ne pouvez pas attribuer d'autres cartes à un test de compétence. Mais je pense que statistiquement, ça reste quand même bien comme carte. Je pense que ça reste quand même bien. À voir hein, en fonction des decks. Enfin, bien. C'est pas une carte exceptionnelle, mais sur un deck ciblé, je pense qu'elle peut être pas mal. Ensuite, on finit par un allié. Il y a Hotel. 2-2, coûte 3, 1 point d'expérience. Donc, quand on l'incline, donc c'est une action rapide. Alors, je vais lire. Lors de ce test de compétences, chacune de vos compétences gagne un bonus égal au nombre d'icônes de compétences correspondant sur la carte du dessus de votre pile des fausses, sans tenir compte des points d'interrogation. Et puis, on peut également défausser la carte du dessus du deck, une fois par tour. Alors moi je trouve ça pas terrible, parce que c'est situationnel en fait. C'est des cartes qui sont situationnelles, et puis surtout, j'ai la même critique à faire qu'avec les autres alliés qu'on a vu pour l'instant, c'est qu'il y a vachement mieux. Dans tous les decks, mais surtout dans les decks survivants, il y a beaucoup mieux, quoi. Donc moi je trouve ça m'intéresse pas en fait. Pour l'instant je trouve que c'est pas une bonne carte. Puis je termine par une carte neutre, qui est le sac à dos, qui quand il arrive en jeu, il permet de prendre parmi les 6 cartes au-dessus du deck des cartes objets et ravitaillement, jusqu'à 3. Et puis en fait on les attache sur le sac à dos, alors on les met face cachée, puis on peut les jouer comme si elles étaient dans notre main. Bah ça a priori ni bien ni pas bien, je pense que c'est en fonction du deck. C'est assez ciblé en fait comme carte, hein. C'est pas à nouveau une carte où on peut se dire là je vais l'inclure systématiquement. Donc moi mon bilan un petit peu là sur ces cartes là, sur cette extension, c'est que je trouve que les investigateurs qui sont les mieux pour moi, les plus versatiles et les mieux, c'est Ursula et après Léo. Les trois autres, dans une optique très ciblée de deck. Peut-être que là ils vont m'intéresser, mais là pour l'instant je suis pas ravi. Enfin je suis pas ravi, je suis pas super emballé on va dire. Mais je les trouve bien, hein, je vais tous les tester. Moi j'adore faire des decks, donc ils me plaisent quand même. Et puis sinon pour les cartes, moi j'ai l'impression que je préfère les. Je trouve globalement les cartes les plus intéressantes elles sont gardiens. Et puis après, entre ces trois classes, je saurais pas dire. Peut-être là.
peut-être là, puis après là. Par contre, là où elles sont les moins intéressantes, je trouve que c'est en truand. Vraiment, c'est là où je trouve qu'il y a les moins bonnes cartes en fait. Sauf dans un cas bien particulier, comme je l'ai dit. C'est une impression très personnelle ce que je donne sur ces cartes, sachant que en plus c'est vraiment une impression sans avoir encore testé ces cartes. Hein. Donc c'est personnel et puis ça vaut ce que ça vaut. C'est des premières impressions que je donne là. C'est pas un avis d'expert ni quoi que ce soit. C'est juste pour partager en fait. J'aime bien partager ça. Alors maintenant, si jamais je m'attarde juste un petit peu sur la campagne avant de clore cette vidéo. Donc j'ai parlé d'un nouveau concept qui était scellé. Il y en a un autre, c'est alerte. Donc alerte, si je me rappelle bien, c'est les ennemis, quand vous leur échappez, les ennemis qui ont alerte, ils vont pouvoir vous attaquer sans se taper. Ensuite, il y a la gestion d'équipement. En gros, dans cette campagne, on va pouvoir acheter de l'équipement, mais c'est pas des cartes, c'est de l'équipement qu'on va noter en fait sur son carnet de campagne. Alors il y a par exemple, je vous spoil pas. Donc en fonction du nombre d'investigateurs, un certain nombre de points d'équipement, puis des provisions, ça coûte 1 point d'équipement, des médicaments 2, cordes, duvet, torche, ça coûte 3, bousseuse, ça coûte 2. Donc il y a différents équipements qu'on va devoir, on va devoir se préparer pour l'aventure, en gros. Donc il y aura donc, en plus de notre deck qu'on préparera, de l'équipement qu'on aura pour affronter les scénarios qu'on notera sur le carnet de campagne. Et moi, ça me fait penser un petit peu aux livres dont vous êtes le héros qui jouaient en campagne, comme les loups solitaires ou les sorcelleries. Où on pouvait acheter notre équipement, des trucs comme ça. C'est assez sympa, je trouve ça assez bienvenu parce que ça va peut-être permettre d'avoir des orientations différentes en fait, de choix dans les lieux. Je ne sais pas comment c'est utilisé encore, mais pour l'instant ça me plaît. De la même façon que sur la campagne précédente, il y avait une narration qui était amenée par des cartes qui étaient un petit peu différentes, donc c'est intéressant moi je trouve. Puis ici, il y a également un nouveau concept, qui est l'exploration. L'exploration, c'est... en gros, on aura le deck rencontre, on a toujours le deck intrigue et acte, mais il y aura un nouveau deck qu'on va faire qui est le deck exploration. Puis on aura des actions d'explorer qui vont permettre justement de dévoiler en fait ces cartes qu'on a dans le deck exploration. Et ça va nous permettre, ça va amener une nouvelle façon d'évoluer en fait dans l'environnement des scénarios de cette nouvelle campagne, en explorant des lieux comme ça. Donc c'est intéressant ça aussi, comme façon d'évoluer, de découvrir en fait l'environnement de la campagne. Donc ça, comme j'ai pas encore testé, je sais pas ce que ça donne, mais à nouveau, nouvelle mécanique qui semble intéressante. Et puis un nouveau concept enfin, qui est le concept de vengeance. Alors imaginez que vous allez comptabiliser des points de vengeance un petit peu comme des points de victoire sur des cartes. Là où vous aviez des points de victoire avant, là vous avez des points de vengeance. Ces points de vengeance, vous allez les comptabiliser. Donc je pense, mais je suis pas sûr qu'on va devoir les mettre peut-être ici, là, sur colère de Hig, le nombre de points. Peut-être que c'est là-dedans qu'on les comptabilise. Et en gros, c'est simple. Il y a des actions qui vont être déclenchées si vous avez un certain seuil de vengeance qui est atteint. Donc si jamais vous avez tapé, je sais pas, imaginons que vous vous baladez dans la forêt. Ah oui, donc avant on avait Astur, on avait Yog-Sothoth. Sur cette campagne, c'est Hig, le dieu qui est le dieu du peuple serpent. Attends, je vais vous trouver une illustration que je trouve assez belle là-dedans pendant que je m'exprime. Donc, pour parler de ces points de vengeance, je pense que ce sera du style, si jamais vous avez tué peut-être des serviteurs de Hig, peut-être que ça va attiser la colère de Hig, et peut-être qu'après un certain nombre de points de vengeance, il y a des actions ou des effets sur des cartes qui vont se déclencher. Moi, je vois ça comme ça. Voilà. Le peuple... Voilà ce que vous allez rencontrer dans cette campagne. Alors ça, c'est la version un petit peu version jeu de rôle des illustrations dans la gamme Horror Arkham de chez FFG. L'univers de Lovecraft, il colle moins au bouquin. Hein.
c'est un univers qui est plus pulp. On le ressentait peut-être, on le ressentait bien dans les contrées de l'horreur, moins dans le jeu de plateau horreur Arkham, et on le ressent également, ce côté pulp, on va le ressentir également, je pense, un peu plus dans cette extension, peut-être un peu moins dans la précédente. Enfin, on le ressentait un peu moins dans la précédente. Et puis, Dunwich, moi je trouve que ça collait également assez, surtout au niveau des illustrations, on était assez proche de, peut-être plus proche de l'ambiance Lovecraftienne des bouquins. Là, avec Geek, on s'en éloigne à mon goût un petit peu. Mais c'est pas grave en fait, hein. Enfin, ça c'est mon impression personnelle, mais c'est pas grave. Moi, le fait d'aller se balader dans la jungle, aller découvrir des ruines aztèques, le côté exploration, ça change vraiment en fait des campagnes précédentes. Avec les nouvelles mécaniques qui sont amenées ici, moi ça me conforte dans le fait qu'ils arrivent à se renouveler dans les extensions. Ils arrivent à se renouveler pour moi, pour l'instant en tout cas, de façon cumulative. C'est-à-dire qu'il y a des nouvelles choses, des nouveaux concepts, des nouvelles cartes qu'on va pouvoir intégrer dans nos decks et réutiliser dans des campagnes précédentes. Et puis de façon spécifique, ils se renouvellent sur cette campagne-là, avec le côté pour l'instant deck exploration. Et puis peut-être que la partie équipement, c'est également quelque chose qu'on verra que sur cette campagne. Le côté vengeance, peut-être que oui, peut-être que non. Ça peut-être que c'est quelque chose qu'on verra après dans d'autres campagnes, on verra. Mais bon, super content que cette gamme elle ait du succès et que la publication soit régulière. Et c'est sûr que moi j'attends, je vais pas dire que j'attends la prochaine, mais je vais l'acheter. Donc pour l'instant ça me plaît. Voilà, donc c'était la revue de cette extension qui est sortie déjà un petit moment. Comme je disais, j'aurais voulu la faire plus tôt. Je pense que les plus impatients, vous avez déjà commencé à jouer. Et puis si jamais vous avez un feedback là-dessus, ben, n'hésitez pas à le partager. Et puis moi, je vous dis à bientôt peut-être dans une prochaine vidéo. Et puis d'ici là, tout de bon. Allez, ciao ciao!